Comment l'intelligence artificielle change votre travail, votre quotidien en entreprise aujourd'hui? C'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui dans ce podcast pendant 1 heure. On va prendre le temps de vous faire découvrir Molengeek. Qui est-elle? Pourquoi elle existe? Et comment elle aide à rendre le digital accessible à tous? Alors, moi, c'est Sarah. Je suis Chief Business Officer chez Molengeek. Et pour ce podcast, j'ai Aboubakr qui m'accompagne, qui est content creator et entrepreneur. Comment ça va, Aboubakr? Salut Sarah, salut tout le monde. Moi ça va très bien et toi, comment ça va? Ça va, super. Alors, bienvenue dans les bureaux de BX1 qui sont aussi les bureaux de Molengeek à l'étage juste en dessous. Alors, qu'est-ce que t'en dis de ces nouveaux bureaux? Franchement, pour moi c'est la découverte, c'est la première fois que je venais ici. Et vraiment stylé, hein. C'est bien aménagé, bien beau, bien coloré, tout ce qu'on aime. Une nouvelle DA, une nouvelle année, un nouveau départ. Ouais, on sent le renouveau, hein. Ouais, exactement. Alors, maintenant que les présentations sont faites, on va s'accorder une première pause avant de rentrer plus en profondeur dans les actions concrètes de Molengeek. Alors, on va commencer par vous raconter l'histoire de Molengeek. Comment cette initiative citoyenne a vu le jour à Bruxelles, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Alors, Molengeek a été fondé par Ibrahim Ouassari, que tu connais, Abou. Tout à fait. Par Ibrahim Ouassari, qui a quitté l'école à 13 ans. Voilà. Ibrahim, il a un parcours un peu atypique. Il a essayé plein de choses, il a essayé plein d'options. Il a fait de la coiffure, de l'horticulture, je pense qu'on dit de la peinture. Vraiment, il a tout essayé. Mais l'école, le système éducatif ne lui correspondait vraiment pas, n'était vraiment pas adapté à lui. Pourtant, chez lui à la maison, il avait que des têtes. Il a toujours des frères et sœurs qui sont juges, ingénieurs, sa sœur licenciée de l'université de Cologne. Donc vraiment, tu vois que des cerveaux à la maison. Et lui, c'est un des derniers. Tu vois, malgré tout le soutien scolaire à la maison possible et imaginable, ça n'allait vraiment pas à l'école. Plus tard, il a fait une grande carrière dans les technologies. Il est tombé un peu par hasard dedans, et puis il s'est accroché, il a appris, et il a tenu bon, et il a évolué dans ce domaine. Et comme il habitait toujours Molenbeek, comme il vient de Molenbeek de base, quand il rentrait chez lui à la maison après le boulot, et tu sais, on est en Belgique, hein, t'es entrepreneur, tu connais le système Très très bien même. fiscal belge, et donc société, qui dit société dit frais de société, dit voiture, hein, c'est la première chose qu'on fait. Et donc il rentre avec ses belles voitures au quartier, et les jeunes du quartier lui disent Hey Ibrahim, je dois faire quoi pour être comme toi, pour rouler dans ce type de voiture plus tard, tu vois. Et c'est devenu un concept TikTok hein, aujourd'hui. Ibrahim, je dois faire quoi pour être comme toi? Et puis il disait regarde sur internet, tu vois. Il n'y avait pas vraiment de réponse à leur donner. Certains d'entre eux avaient déjà quitté l'école. Bon, pour ceux qui étaient encore à l'école, il leur disait sciences informatiques, c'était facile. Mais pour d'autres qui étaient comme lui, qui se retrouvaient pas dans le système scolaire, il n'avait pas vraiment de réponse valable à leur donner. Alors il leur disait voilà, recherche par toi-même. Et puis il s'est dit non, il faut quand même que je leur prouve que c'est pour eux, parce que quand je leur dis recherche par toi-même, c'est faible, eux ils y croient pas trop, ils se projettent pas. Alors que moi, à l'époque j'étais pire qu'eux. Tu vois, mon époque c'était pas la leur, les facilités qu'il y a aujourd'hui. Donc il faut que je leur prouver que ça peut marcher, qu'ils peuvent avoir une carrière dans l'IT. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé un premier événement hackathon. Pour leur prouver le temps d'un week-end intensif que c'était aussi pour eux. Donc ils y connaissent rien. Il organise cet événement au cœur de Molenbeek. Il invite plein de monde. C'est un succès. Il y a plein d'inscrits. Et là, les gens commencent à se projeter. Et lui, c'était genre sa BA. Voilà, il voulait juste faire un hackathon. Lui, il a un boulot, il a des employés, il a 3 boîtes à faire tourner. Il a vraiment, il a plein de boulot. Et c'était sa bonne action. Puis après cet événement, il s'est senti un petit peu mal. Il se disait « Waouh, maintenant que je leur ai donné l'envie et la projection nécessaire, je vais pas les abandonner comme ça. Enfin, ils vont faire quoi maintenant? Il faut que je leur donne des outils pour y arriver. » Et lui, l'entrepreneuriat, c'était vraiment la manière pour lui de les émanciper. Pourquoi? Parce que lui s'est émancipé avec l'entrepreneuriat. Quand il a appris les technologies, je sais pas, Abou, si tu as déjà postulé un petit peu, si tu as déjà pris des barrières dans les RH. C'est la jungle. Hein. Imagine, tu n'as pas de diplôme, Ouais. tu viens de Molenbeek,
Tu parles pas néerlandais toujours. Tu t'appelles Ibrahim Ouassari. Voilà. Tu sais qu'il y a des choses dans les RH qui passent pas vraiment, tu vois. Et donc Ibrahim, quand il a appris les techs, il est passé directement par les départements IT en freelance avec sa boîte. Et en fait, si tu veux, les départements, ils prennent moins de risques à prendre des freelances. Bah oui, tu peux couper le contrat quand tu veux, t'as pas toutes les primes à payer, etc. Du coup. Zéro risque. Voilà. Ça marche, ça marche pas, j'ai paie rien. Tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il est rentré dans les boîtes. Et donc, ces jeunes-là, ils se disaient, il n'y a que cette voie-là s'ils veulent vraiment rentrer dans le corporate, ou alors développer leur solution qui a vraiment beaucoup de plus-value et le vendre directement, tu vois. Le vendre au résultat, en fait. En fait, c'est le résultat. Il faut qu'ils prouvent par le résultat. Donc, la première chose qu'il a développée après les événements, c'était l'incubateur. Et après l'incubateur, quand il a vu qu'il y a des personnes qui n'avaient pas encore la maturité nécessaire pour lancer leur boîte, là seulement est venu après les formations en se disant « Ok, je vais quand même leur donner des skills pour qu'ils puissent commencer une carrière dans l'IT. » Et justement, en parlant de hackathon et d'événements, donc, qui est donc les 3 piliers de Molengeek qu'on a, les événements, les formations et l'incubateur. Toi, Abou, toi et moi, on s'est rencontrés justement lors d'un événement hackathon. Alors vas-y, explique-nous un peu comment ça s'est passé. Bah déjà, c'était en 2021, post-Covid, la période où il fallait mettre des masques en intérieur, etc. Période un peu bizarre. Quelle époque. Mais donc, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis créateur de contenu et j'ai fondé la Yume House, qui se veut être un hub pour créateurs de contenu. Mais l'aventure entrepreneuriale a commencé avec Molengeek, justement, en 2021. Janvier 2021. Ouais, ça date, ça fait déjà 5 ans. Et c'était justement pour l'ouverture du nouveau centre à Charlewood, qui était dédié justement au métier de l'audiovisuel et du marketing digital. Donc, petite parenthèse, Charlewood, c'était Molengeek Charleroi, et c'est toujours, en collaboration avec la RTBF. Et comme tu dis, un écosystème sur les nouveaux médias avec des studios, etc., qui est ouvert en 2021. Exactement. Et j'avais des amis qui étaient justement à la coding, chez Molengeek justement, et qui me disaient tiens, toi t'es créateur de contenu, tu kiffes la vidéo, tu kiffes partager des trucs, regarde, il y a un nouveau hub qui va ouvrir à Charleroi, et ils organisent un hackathon où ils recherchent des gens un peu créatifs dans l'audiovisuel, etc. Je me suis dit en fait c'est pour moi ça, donc je me suis inscrit ni une ni deux, et c'était totalement sur Discord en online. Franchement, une très belle expérience. Covid oblige. C'était notre premier hackathon en ligne, et sans participants, l'ambiance était folle. Trop bien. C'est dingue. Ouais, c'est un chouette souvenir. Vous avez su porter cet événement et lui donner une ambiance comme si c'était dans la vraie vie, quoi. Enfin, dans la vraie vie, en physique. Il y a des gens qui étaient et avec qui je suis en contact aujourd'hui, qui étaient à cet hackathon-là. Et l'idée, pour ceux qui sont pas trop familiers avec les hackathons, l'idée c'est de partir de zéro et de construire un projet le temps d'un week-end. Et c'est la méta, on charbonne. Donc on met de côté nos vies, on met de côté ce qu'on a en tête, on se focus sur le projet. Et nous, on avait constitué un projet qui se voulait être une émission en ligne sur Twitch, parce que je suis fan de Twitch, et qui portait le nom Andalouse Blanche. Donc c'était ça un peu le projet. Je me souviens. Ouais. C'était un peu une dédicace à Bruxelles, la sauce mythique. Et de là, le feeling est super bien passé avec toi, avec Ibrahim. Et nous, à la fin, on était en mode, ok, on a monté un projet, mais c'est quoi la suite ? On va pas juste monter le projet et voilà. Nous, on veut. Et donc, j'avais grave forcé avec l'équipe pour rencontrer Ibrahim. Et finalement, la rencontre s'est faite. Et de fil en aiguille, il m'a proposé justement, à l'occasion de l'ouverture à Charlewood, il y avait le Bug Media, participer à Madinazia. Exactement. Ah non, le Bug Media, même à Charlewood. Le Bug Media, directement à Charlewood. Oui, quand on streamait l'émission à Charlewood. Ouais. Et l'idée, c'était de participer à ce média-là qui voyait le jour. Et oui, tu avais porté une émission sur le Bug Media. Qui s'appelait Chocolat Chaud. Tu avais ton crew, Chocolat Chaud. Excellent. Moi-même, j'ai oublié tout. Il y a tellement de choses qui se passent. C'est il y a déjà 5 ans. C'est tellement intense. Ah oui, je me souviens trop bien. Et donc toi, après ça, t'as gardé Yume Squad, enfin t'as créé Yume Squad. C'est ça. Et t'as gardé cette vibe que t'as commencé à créer en fait, moi j'avais toujours envie de monter mon propre crew, en mode, quand t'es créateur de contenu, t'es très vite seul. Surtout à Bruxelles, t'as peu de gens qui sont comme toi dans le même délire. Je me suis dit, moi j'ai envie d'être entouré de gens comme moi. Et du coup, quand j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité-là à Charlewood, j'ai foncé direct. Donc on allait tous les dimanches à Charleroi, on faisait Bruxelles-Charleroi en mode déter, on allait en équipe et tout. Et ce qui était trop bien, c'est que ça a duré 6-7 mois. C'était en mode, on était accompagné par des professionnels de la RTBF,
par d'autres professionnels sur place de chez Molengeek. Et en mode, on construisait ensemble une émission, on apprenait la prod, on apprenait à gérer une équipe, gérer un projet. C'est vraiment tous les aspects entrepreneuriales qui, moi, me manquaient. Et à la suite de cette expérience, je me suis dit, bah, let's go, je suis prêt en fait maintenant, tu vois. Je peux voler un peu de mes propres ailes et lancer. À la suite de ça, bah, qu'on a lancé Yume, le fameux crew de rêveurs. Et c'est ce type d'expérience qu'on a vécu ces dernières années qui nous a fait, qui nous a poussé à ouvrir ici à Frame aussi, au cœur du Mediapark, pour vraiment créer un écosystème, mais l'ouvrir à plus de monde. Parce que comme tu dis, avant, pour intégrer l'incubateur, il y avait tout un process, etc. Ici, c'est vrai que cette dernière année, Molengeek a vraiment s'est repositionné, a changé pour vraiment s'ouvrir au plus grand nombre. Et finalement... créer une communauté encore plus grande. Mais en tout cas, c'est clair qu'à Molengeek, ce que tu viens chercher, c'est pas un bureau, c'est pas, même si nos locaux ils sont vraiment cool, mais c'est pas ça que tu viens chercher. Tu viens chercher un esprit de communauté, tu viens chercher de l'entraide, tu viens chercher des gens qui vont t'entourer, vont t'aider, vont te donner la force pour te lancer. Donc je pense que c'est ce qui fait, tu me dis... Mais pour moi, c'est un laboratoire. Hein. C'est que tu arrives, tu as des gens qui sont là pour t'aider, pour t'aiguiller, pour te donner des tips. Et ça te permet de tester et d'avoir directement les retours, tu vois. Donc tu testes à moindre risque. Exactement. Et une fois que tu as un pied dedans, jamais tu le quittes. Hein. Ouais, c'est Regarde, fini, encore aujourd'hui, tu es là. Après 5 ans, c'est toi que j'appelle. Voilà. Tu vois, c'est un peu comme une famille. Une fois que tu es rentré, en même temps, on vit des choses tellement fortes, intenses. Quand les gens ils lancent leurs projets, quand toi, tu lances des choses, enfin, tu vois, il y a tellement une entraide, c'est tellement intense qu'il y a des liens qui se créent comme ça, qui restent quand même à vie. Et je le sais très bien parce que moi-même, j'ai lancé ma boîte dans l'incubateur. C'est comme ça que j'ai connu Molengeek. Enfin, pas tout à fait. J'ai connu Molengeek. À la base, mes parents, je ne sais pas si tu sais, mais ma mère est styliste. Ah, ça, je savais pas. Ah ouais? Ouais. Ma mère est styliste. Elle a son atelier de production. Ah, donc, trop bien ça. Elle est chef d'atelier de son propre atelier. Et avec mon papa, ça fait une vingtaine d'années qu'ils font ce boulot. Et ils ont une boutique à Bruxelles. Ok. Et à l'époque, je travaillais en tant que sales pour une radio. Je vendais des espaces publicitaires. Puis, voilà, je voulais passer à autre chose. Et mes parents, ils me disaient, vas-y, rejoins-nous dans la boîte familiale. Donc, en fait, j'ai rejoint la boîte familiale pour complètement la digitaliser, la transformer en digital. Donc, j'ai tout automatisé à l'époque, etc. J'ai lancé la boutique en ligne. Donc, j'ai fait plein de choses. Et j'étais un peu seule. Et tu sais, t'as une boîte familiale, hein, t'as pas des milliers pour aller embaucher une équipe, un DA, un content creator, tu vois, t'es un peu couteau suisse. Ça a été une super école pour moi, j'ai énormément appris. Et donc, du coup, on m'a présenté Molengeek en me disant, vu que t'es un peu seule dans cette boîte, ne sois pas seule pour digitaliser la boîte et rejoins un peu la communauté. Et à l'époque, j'ai rencontré, j'ai fait des interviews et puis j'ai passé le process et c'était bon, j'étais dans la communauté. Ça va vite, hein. On m'a dit genre le lundi tu peux venir bosser, j'étais là, ah ouais, ok. Tu vois, donc ça s'est fait très vite. Et puis une fois que ça a démarré, en fait, j'ai vécu des trucs de fou. C'est-à-dire que déjà toi-même, t'es là. Tu bénéficies de l'aide de pas mal de gens, donc tu as envie de redonner toi aussi. Ouais. Donc tu participes à des brainstorming, tu participes à des choses. Et j'ai vu des jeunes qui lançaient leur boîte. Ils étaient tout jeunes, ils ont une idée, ils foncent, ils n'ont pas peur. J'ai parlé à des entrepreneurs qui avaient 20 ans de bouteilles, qui m'ont parlé de plein d'expériences, qui m'ont rassuré sur plein de choses. Tu sais, même si moi j'ai fait une école de business school, c'est de la théorie. Ouais, tu n'as jamais l'expérience du terrain directement. Et puis souvent, tu es seul dans ces métiers-là, tu es un peu perdu, tu as l'impression que tu es la seule à vivre cette réalité-là, mais en fait, il y en a plein d'autres qui vivent la même réalité que toi. Exactement. Et le fait juste d'en parler, ça permet parfois de juste de dire « Ah ouais, ok, ça va. Ah, c'est possible. Ah, ok, c'est pas chinois, en fait. Ouais. » Tu vois, ça fait pas si peur que ça. Et donc, j'ai rencontré tellement de monde et ça m'a tellement ouvert mes perspectives que j'ai décidé de lancer ma première boîte dans l'incubateur. Moi-même, je suis rentrée dans l'incubateur. Mes parents, les pauvres, je sais pas abandonner. Tu as dit, bon, bah, force, allez. Moi, je veux mes propres ailes. Et ils ont recruté des formations de Molengeek, ils ont recruté des jeunes parce qu'on avait déjà installé tout le système, qui ont continué. Moi, du coup, j'ai lancé ma boîte, j'ai lancé ma chaîne YouTube pour me faire connaître, parce que du coup, personne ne me connaissait. Je me disais, mais tiens, je vais montrer aux gens de quoi je suis capable, en fait. Donc j'ai lancé YouTube. Molengeek m'a mis en contact avec Actiris. C'était à l'époque la campagne avec Vincent Compagnie, Abdel André, pour apprendre le néerlandais. C'était mes tout premiers contrats, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai démarré. C'est parce que j'ai trouvé une communauté de gens qui m'ont aidé que j'ai pu vraiment démarrer, avoir des
premiers contrats et c'était des premières collaborations qui m'ont énormément appris. Attends, tu travailles avec Actiris, je travaille avec la Commission européenne, avec Netflix, c'est gratifiant. le Tour de Tu France. te dis, let's Tu te dis, go en fait. waouh, tu vois, ils me font confiance, tu vois, alors tu veux te montrer à la hauteur. Et puis en même temps, tu as toujours cette entraide qui te permet de toujours trouver des ressources pour y arriver. Et donc, j'ai pas eu peur, j'ai foncé. Puis quelques années après, j'ai lancé Valkyrie, ma deuxième boîte, encore au sein de l'incubateur. Donc, tu vois, une fois que tu as goûté à ça, t'y prends goût. T'y prends goût, ça a du sens pour toi et t'en fais ton métier parce que tu dis, ça m'a tellement aidé, ça m'a tellement épanoui que moi aussi j'ai envie de redonner à mon tour. Et donc quand Ibrahim m'a appelé en me disant, voilà, il y a beaucoup de boulot, tu connais l'écosystème, j'aurais besoin de toi. Je suis revenue à Molen Geek pour gérer d'abord le marketing et puis d'autres choses après, quoi. Voilà. Mais voilà, donc comme toi, j'ai quitté, mais j'ai jamais vraiment quitté. J'avais toujours un pied dedans. Et on m'appelait comme toi. Et qui sait, peut-être que toi, demain, tu prendras ma place. Non, je rigole. Ça va trop vite, ça va trop vite. Je prends ta place. donc voilà, je pense qu'on vient un peu à la fin de cette deuxième séquence de nos petits récits. Je vais vous laisser avec une petite pause musicale avant de vous emmener dans les coulisses du quotidien de Molen Geek. Former et accompagner dans le numérique, c'est un engagement quotidien entre innovation et réalité du terrain. Bienvenue dans cette nouvelle séquence à vous. C'est parti, let's go. Alors, on va parler dans cette séquence des choses dont on ne parle pas beaucoup. Alors, Molen Geek est connu pour ses formations. D'ailleurs, on a formé près de 6500 personnes en formation courte et 1500 personnes en formation longue ces 10 dernières années. C'est énorme quand on regarde les chiffres comme ça. Si vous vous demandez, vous avez plus de questions sur ces 10 ans d'impact, vous pouvez aller sur molengeek.org et en fait, on a fait un récap de toutes les datas de 10 ans, de tous les événements et de tout ce qu'on a fait. Donc vraiment, il y a tout dessus. Il suffit d'aller pour le découvrir. Mais là, on va parler de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Et je ne sais pas si c'est une partie de Molen Geek que tu connais ou pas. À Molen Geek, on a certes du coup les 3 piliers, mais cette méthode Molen Geek qu'on a créée ces 10 dernières années, une méthode qui est un peu propre à nous. Les formations, elles ne sont pas données comme dans une école classique, en randonnion. Aussi, on est dans des formations où les classes sont en mode collaboratif. Tu as déjà vu, par exemple, à Molen Geek, les tables sont carrées. Ouais. Tiens, les gens sont toujours en cercle. Donc, on favorise toujours, tu vois, la réussite collective et pas la réussite individuelle. Parce que finalement, quand tu es dans une boîte avec, par exemple, YouMesquad, ce que tu fais, tous ceux qui travaillent là travaillent pour le bien de la boîte, de la sauce, pour vraiment la faire briller et la faire réussir. Finalement, la réussite propre à Abou, elle n'est pas très importante. Enfin, pas autant que la boîte quand tu travailles pour la boîte. Bien sûr, ta réussite, elle est importante et ton parcours est important, mais tu vois un peu ce que je veux dire, tu vois. Tu vises quand même à ce qu'il y ait un état d'esprit, tu vises que ton squad il soit harmonieux, tu fais des team building pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Bah, tu vois, à mon équipe, on essaie de donner cet esprit de collectivité, tu vois. Ils n'ont pas un prof, ils ont un coach. On les respecte pour ce qu'ils sont dès qu'ils arrivent, peu importe qui ils sont. On les respecte pour ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent délivrer. On ne regarde pas leur parcours, tu vois, on les stigmatise pas, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça à Molen Geek qu'on a mis en place et qu'aujourd'hui, on a réussi à structurer finalement, tu vois, cette méthode et cette approche. Qu'est-ce qui fait que ça a du succès? Il y a eu aussi des études de l'ULB qui ont prouvé que ça fonctionne et qui ont identifié les éléments qui fonctionnent vraiment bien. Donc voilà, Molen Geek, c'est 10 ans d'impact, énormément de personnes formées et c'est une méthode qui a fait ses preuves. Cette méthode, à un moment donné, en fait, elle n'est plus restée que entre les murs de Molen Geek. On a eu des déclics où des CEO ou des dirigeants de boîtes, quand ils viennent nous voir ou quand ils organisent des hackathons chez eux, qu'on envoie des personnes chez eux, voient un certain état d'esprit qu'ils aiment beaucoup et qui nous ont demandé très vite de transposer dans leur société. Tu vois. Donc on a travaillé avec des boîtes comme Elia, comme Proximus, des grands noms qui nous ont fait confiance pour des missions, pour accompagner leur transformation digitale, que ce soit à travers des hackathons, mais que ce soit à travers des workshops, que ce soit à travers juste parfois des brainstorming avec les équipes en charge pour repenser un peu, que ce soit aussi avec Luminus, pour repenser la manière soit de recruter, soit la manière d'amener tout le monde dans cette nouvelle vision stratégique de la boîte, tu vois.
Donc, on a commencé à faire de la consultance. On a commencé à sortir en fait de ces 3 piliers. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces 10 dernières années. On le faisait un peu. C'est du B2B, donc on le fait un peu de notre côté. Mais on a travaillé en vérité sur beaucoup de projets, que ce soit pour des grands noms comme je t'ai cité, mais aussi pour d'autres structures plus modestes. On a aussi travaillé avec le public. On a développé des plateformes from scratch où en fait on a aidé à automatiser, tu vois. Je vais donner un exemple. Par exemple, avec la commune de Molenbeek, on a travaillé avec les écoles, la commune. On a déjà passé tout un temps à comprendre comment ça fonctionnait pour que les écoles réservent leur voyage scolaire vers les communes, tu vois. Donc les écoles, elles réservent leur voyage scolaire, elles font des demandes, la commune approuve, ça passe au collège et il y a un retour vers les écoles. Tu vois, ce type de processus, nous, on analyse ça. On analyse, on le comprend. Et après, on automatise ça, soit en développant une solution sur mesure, soit en prenant des solutions qui existent déjà. Donc, on a déjà travaillé beaucoup avec Odoo, Salesforce, tout à fait. et plein de systèmes comme ça, ERP, CRM, etc. Ou soit on le développe. Et là, pour le coup, on l'avait développé. Et ensuite, on le développe totalement dans tout le processus et on forme chaque personne qui va intervenir dans ce processus. Là, ça, c'est le type de boulot qu'on fait, dont on ne parle pas, mais qu'on fait énormément et qui permet aussi de générer des revenus et diversifier nos revenus aussi comme ça. Et on le fait, ce qui est magique, c'est qu'on le fait avec des personnes souvent qui sont issues de nos formations, qu'on a embauchées par après, et on arrive à créer de la valeur pour les entreprises avec elles, tu vois. Donc ça, c'est très chouette d'avoir comme ça un cercle vertueux. Donc je sais pas si toi, tu savais qu'on faisait un petit peu ça. J'avais entendu qu'il y avait justement des projets sur le côté, justement. Et justement, ça permet aussi aux personnes qui collaborent au sein de Molenbeek de prendre aussi en expérience et de travailler aussi sur des projets qui sont des fois hyper passionnants. Exactement. Et nous, si tu veux, on n'a jamais remplacé les boîtes de consultance. Les boîtes de consultance comme McKinsey, PwC, etc., elles ont une grande importance pour ce type de boîte. Mais nous, on vient avec une approche qui est différente et qui est complémentaire. Nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on a toujours fait à Molenbeek, c'est qu'on a pris des gens qui n'y connaissaient rien et on les a rendus passionnés, tu vois. Et donc, en fait, ce qui nous intéresse dans les grandes entreprises, c'est de s'intéresser au public auquel... Pas forcément toujours. Pas en première ligne, en tout cas. Tu vois, en général, la direction prend des décisions, puis ça va vers le management en dessous, le middle management, etc. Donc, ensuite, ça s'implémente vers le bas. Nous, on fait l'inverse. On prend le bas et on remonte. On prend les innovations du bas. Donc, ce qu'on faisait, par exemple, quand on travaillait pour aller avec McKinsey, c'est d'organiser des workshops qui soient mélangés avec des personnes rien à voir, tu vois, et du middle management, et de créer comme ça des synergies. Parce que nous, on est convaincus que l'innovation, déjà, elle peut venir de n'importe où, mais elle vient surtout quand tu as des chocs d'idées différentes et des chocs de parcours différents. Donc, les hackathons avec Proximus qu'on a organisés pour justement amener de l'innovation et stimuler l'innovation chez Proximus, on le faisait avec des personnes qui travaillaient dans les shops Proximus et avec des directeurs et des managers, tu vois. C'est ce croisement, en fait, de regard, de culture, de parcours qui amène de l'innovation, qui amène vraiment des belles choses. Ça, c'est ce en quoi on croit, et c'est notre DA, si tu veux, à Molenbeek, si je peux parler ton langage, tu vois. La fameuse DA. C'est totalement pertinent, parce que tu as des personnes qui ont des réalités différentes. Et souvent, le top manager, il ne voit pas ce que le gars dans le shop, par exemple, pour prendre l'exemple de Proximus, fait. Et des fois, il y a des challenges auxquels le gars fait face. Et inversement aussi, hein. Et le management lui-même, il est soumis à des réalités de la boîte, des process, une culture, etc., qui fait que lui-même, et déjà souvent il est débordé de travail, en plus du management, souvent il a son travail à lui, donc lui-même, c'est pas qu'il veut pas ou qu'il bloque, c'est qu'il n'est pas dans la capacité de révolutionner comme ça toute la boîte, tu vois, c'est qu'il y a besoin à un moment donné qu'il y ait des ressources externes qui puissent venir pour l'aider justement. Et ce qui se passe, c'est que le manager, il est overbooké. Il doit implémenter des nouvelles choses que les RH lui dit oui pour la nouvelle vision digitale. Il a déjà beaucoup de taf. Donc tu vois, il implémente du mot qu'il peut et puis il se retrouve parfois avec des personnes qui sont réfractaires au changement. Pourquoi ? Parce qu'on est humain et qu'on déteste le changement. Ouais, on aime bien dans notre zone de confort. Exactement. Imagine, ça fait 20 ans que tu fais un métier dans la boîte, t'as pas envie qu'on vienne te dire... on te dit bon, on change tout. Exactement, de faire autrement, tu vois. Pourtant la boîte, elle a pas le choix. Pour survivre, elle est obligée de se transformer. Exactement. Obligé. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va viser vraiment les personnes les plus réfractaires dans les entreprises. Tu vois, et qu'on a notre approche à nous et notre méthode à nous pour
faire de ces personnes-là des ambassadeurs de la transformation digitale. Ça, c'est notre mission. Tu vois, donnez-nous les plus réfractaires. Parce qu'ils sont réfractaires, c'est pas pour rien. Tu vois, c'est qu'eux-mêmes ont leur propre challenge. Et comme ça, on fait le pont entre le management et les employés. Donc tu vois, c'est tout un pan de Molengeek qu'on a énormément développé ces dernières années. Donc c'est ce qu'on faisait entre les murs de Molengeek et qu'on l'a scalé, on l'a internationalisé. Bon, on l'a pas que laissé dans les murs de nos écosystèmes, on l'a aussi transposé dans les entreprises, mais aussi dans les écoles. On a travaillé avec des écoles, avec des professeurs, pour amener un autre état d'esprit dans l'école, pour valoriser des parcours d'élèves en dehors de leurs points, valoriser ce qu'ils amènent à l'école. Tu vois, on a créé avec Sippelberg un Starbucks pour amener, tu vois, un espace coworking Starbucks café, pour amener un peu de la dynamique, pour favoriser les échanges dans l'école. Donc, voilà, on a transposé des choses qu'on savait faire dans des écoles. On a travaillé avec Rive Gauche, on a travaillé avec, parce qu'on a ouvert à Laken, voilà, on a travaillé avec beaucoup d'écoles. Donc, on n'a pas gardé ça que pour nous. On a formé des profs, on a formé des employés, des managers, etc. Donc, tu vois, on l'a transposé un peu partout. Et c'est ça, Molengeek, en fait. Finalement, c'est tout cet écosystème du public, du privé, des assos, de l'impact qui s'est mélangé. Donc voilà, je ne sais pas si tu t'imaginais tout ça. Je pensais pas que ça avait une telle envergure, donc c'est hyper intéressant hein, de voir un peu la face cachée, la face de l'ombre, comme on dit. Tu Exactement, la face cachée de l'iceberg. Finalement, la communication, c'est juste ce qu'on voit au-dessus. Hein. Bah ouais. Et puis, rajoute à ça l'intelligence artificielle hein, qui débarque en force ces dernières années. Donc, ça fait 10 ans hein, qu'on parle de l'IA, mais ces dernières années, ça a pris une ampleur incroyable. Bah oui. Qu'est-ce que ça change pour toi? Abou, dis-nous l'intelligence artificielle, ce que ça change dans ton quotidien, dans ton travail Alors, il y a les deux aspects. Comme moi, je suis dans un métier créatif, donc qui est beaucoup lié à la création de contenu. Donc nous, pour un peu expliquer plus en profondeur ce qu'on fait, nous on a un peu un hub pour créateurs de contenu. Donc on met des espaces à disposition, enfin on mettait des espaces à disposition, tant qu'on n'a plus l'espace actuellement. Pour les créateurs de contenu, l'idée c'était de former un peu les jeunes et de démocratiser tous ces métiers liés à la création de contenu. Et donc il y a un vrai enjeu par rapport à l'IA, qui est d'une part les limites avec la propriété intellectuelle et jusqu'où peut aller l'IA, mais d'un autre côté aussi toutes les possibilités et les opportunités que ça ouvre justement, que ça soit en termes d'entrepreneuriat, en termes de création de contenu, en termes de création de métier, peu importe. Et il y a une phrase que moi j'aime bien dire, c'est qu'avant on disait souvent aux jeunes, bon moi je suis plus si jeune, hein, je commence, j'ai passé les 30 ans. On arrête là, je suis un vieux pour les jeunes, tu vois. Mais on dit souvent aux jeunes, bah, vous avez besoin de trouver votre place dans ce monde, trouvez votre place. Et aujourd'hui je trouve avec des outils comme l'IA, tu peux créer ta propre place, tu vois. Je trouve l'info n'a jamais été aussi accessible et aussi facile d'accès. Ouais. Je te donne un exemple. Moi, je devais à un moment ouvrir ma structure. Bon, je l'ai fait avant l'IA, mais aujourd'hui, si je devrais ouvrir ma structure, genre, je sais pas, une ASBL ou une structure, avant, tu devais passer par de la paperasse où tu comprenais un mot sur deux, tu savais pas comment faire. Aujourd'hui, paf, tu as ton petit outil qui va te dire pas à pas comment ouvrir ta boîte, comment faire tel process. Qui va te rassurer, en fait. Et ça va te rassurer aussi. Et ça va te donner toutes les données, toutes les informations dont tu as besoin qui sont personnalisées. Donc déjà, à l'époque, Google, c'était une révolution. Il était il y a un moteur de recherche, c'est trop bien. L'arrivée d'Internet et tout. Tu vois, je suis un enfant des années 90. Je trouve là, l'IA, c'est encore un cap au-dessus, tu vois. Et je trouve, pour les jeunes aujourd'hui qui, des fois, sont un peu perdus ou ne rentrent pas dans le moule traditionnel, études, etc., ça ouvre tellement de possibilités et d'opportunités où, en fait, ta seule limite, c'est ta créativité. C'est comment toi, tu vas t'approprier cet outil. Exactement. Ouais. Et tu utilises quoi comme IA? Vas-y, dis-nous. Oh, moi, je suis en mode tout. Hein. J'ai du ChatGPT, j'ai du... Bon, ça, c'est classique. J'ai du Claude, j'ai du Gemini. Ouais. De toucher à tout. Moi, je suis partout. Et pour la création de contenu, tu as déjà utilisé? Ouais, en fait, on l'utilise notamment... Bah, des fois, tu sais, tu as une idée, mais tu sais pas trop comment l'amener. Donc, tu vois, avec l'IA, on va souvent structurer les idées, de se dire, OK, penser aux aspects, par exemple, les aspects production. Bah, OK, on a besoin de telle équipe, il y a tel projet à mener, etc. Mais pour la prod pure. Ouais, vraiment. Bon, je vous rassure, ChatGPT peut vous donner des idées, mais souvent, les idées, ça vient de l'humain. Bien tu sûr. vois, ça, tu peux jamais remplacer. Comme tu as dit, elle t'aide à structurer, mais au final, la créativité, elle vient de toi et de ton soi. Ça, on pourra jamais remplacer un humain, tu vois. Exactement. Et c'est justement pour les réfractaires de l'IA qui sont en mode non, mais tu sais, ça va remplacer. Non, l'IA ne pourra pas remplacer. Moi, je trouve plus ça que c'est plutôt un complément. Tu vois, c'est un outil comme un autre. Et à toi d'apprendre à l'utiliser. Ouais. Moi, je vais te donner ma vision de l'IA, ma théorie, tu vois.
Je pense que là, il y a une très mauvaise image des grandes boîtes qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur création de contenu parce qu'ils ne font pas appel à des créateurs, justement. Et je trouve que oui, continuer à mettre la pression, c'est très bien. Ils ont les moyens de payer des créateurs, des artistes, etc. Faites travailler la culture, donc je suis d'accord. Par contre, l'IA, pour les petites structures, les petites boîtes, les entrepreneurs, par contre, là, il faut l'encourager. Parce que c'est un game changer. Pour moi, l'IA aujourd'hui, elle redistribue les cartes. C'est plus le même jeu. C'est-à-dire qu'un petit entrepreneur qui a une très bonne idée, qui est sur une niche, qui a un très bon positionnement, il pourra concurrencer les plus grands. Tu vois, alors que derrière, il n'y a que 5 personnes derrière la boîte. Et c'est ça qui est magique, en fait. Finalement, elle donne un peu plus d'équité au jeu. Tu vois, et c'est ça qui me plaît. Et donc, on a, ces dernières années, on a aidé beaucoup d'entrepreneurs à lancer ou à relancer parfois leur boîte avec l'IA. Et même dans la création de contenu, etc. Moi, je diabolise vraiment pas. Je trouve que justement, il faut encourager. Il faut bien savoir utiliser les outils. Il ne faut pas que ce soit fake, il ne faut pas que ce soit... tu vois, il faut que ce soit vraiment ressemblant par rapport à ce que tu veux vendre et que ce soit très proche de ta réalité. Mais moi, je l'encourage pour les petites structures à vraiment pouvoir se démarquer sur le marché et commencer à prendre des parts de marché, tu vois, et commencer à jouer le jeu vraiment de manière intéressante. Ça, je suis d'accord avec toi. Hein. Avant, où tu avais une idée de vidéo ou une idée de visuel ou peu importe, tu devais employer toute une équipe pour pouvoir la mettre en place. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux facilement faire un premier draft. Et après, ok, à toi de voir si tu veux continuer sur la voie de l'IA ou faire appel à un artiste ou quoi, mais ça te permet de mettre très vite, de faire des MVP. Un site web, par exemple. Exactement. Ton site web, avant, tu devais faire appel à une équipe de codeurs pour te mettre en place tout ton site web. Aujourd'hui, avec une IA, en quelques clics, tu fais un prototype de ton site web et après, à toi de voir comment tu peux le développer. Exactement. Je pense que quelqu'un qui a une nouvelle idée aujourd'hui, grâce à l'IA, en 1 mois, 2 mois, il sera MVP. Il sera MVP et ça lui permet de tester à moindre coût et sans risque sa petite idée, de voir un peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Exactement. Et donc ça ouvre l'accès à l'entrepreneuriat, mais de manière phénoménale, et même à de nouveaux projets. C'est exactement ça. Et puis ils testent, ça marche pas, avec des adaptations. Même l'adaptation se fait très rapidement. Parce que tout est automatisé. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as créé des agents, tout va vite s'adapter en fait par rapport à ce qui arrive. Et pour moi, c'est la partie la plus fantastique de l'IA, en tout cas. Exactement. Et c'est ce vers quoi on a tourné Molungeek cette dernière année. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les formations, le cowork, tout est tourné vers ça. Tu vois, tout est adapté. On ne parle plus aujourd'hui à un entrepreneur qui rejoint le cowork comme on lui parlait avant. On lui donne plus les mêmes conseils, on lui donne plus les mêmes outils. Donc au sein de Molungeek, par exemple, comment ça peut se lire, ce type de transformation. Nos formations, elles sont complètement adaptées avec l'IA. Toutes. Elles ont, que ce soit la suite Adobe, par exemple, un bête exemple. Bah, tu as les hacks avec l'IA dans toute la suite Adobe. Je suis fan. Ça, c'est game changer, ça a changé ma vie. Tu te rends compte ? Faut pas oublier, quand tu es une petite structure, une petite boîte, tu n'as pas les moyens t'as pas le luxe, tu vois, de prendre 1000 plombes pour sortir un livrable. L'IA, elle te fait des hacks. Et puis en entreprise, elle devient de plus en plus compétitive avec l'IA. Il faut que tu maîtrises ces outils pour pouvoir encore être à jour sur le marché, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est comme à l'époque de l'arrivée d'Internet. Tout le monde avait peur. Aujourd'hui, l'IA, que tu le veuilles ou non, sera implémentée, sera là. Maintenant, la question, c'est est-ce que toi, tu t'adaptes et tu l'utilises à bon escient et tu en fais ton avantage, ou est-ce que tu restes réfractaire et tu es mis sur le côté ? Exactement. Malheureusement, c'est un tel mastodonte, personne ne peut freiner l'arrivée de l'IA, c'est l'évolution naturelle des choses. C'est ça, il faut s'adapter à l'environnement, à un moment donné. Exactement. L'environnement il est tel qu'il est. Donc tu as totalement raison. Et donc la suite Adobe, c'est un exemple, mais tu vois, on a des formations pures IA, on a des créations de contenu avec l'IA, et on fait du mentoring maintenant aujourd'hui avec Sidegeek, je vais en parler plus tard, mais avec Sidegeek, on fait du mentoring, où on coach des boîtes qui se lancent ou qui se relancent, comme je te disais, ou qui se développent avec l'IA. Donc vraiment, ça a tout changé. Les formations longues aussi. Bizarrement, elles sont plus longues, les formations longues. Elles sont pas plus courtes. C'est bizarre. Tu te dis, attends, la formation longue, non, elles sont plus longues. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on n'embauche plus un junior comme avant. Une partie du boulot de junior est faite avec les IA. Tu vois, les seniors n'ont plus autant besoin de juniors qu'avant. Donc le junior, il doit être encore plus formé et il doit maîtriser absolument les outils d'IA pour avoir plus de chances pour entrer dans une boîte, tu vois. Donc elle est plus longue. Mais plus qualitative, du coup. Plus qualitative et surtout,
par exemple, tu vas apprendre à coder, tu vas apprendre les langages de code, et quand tu auras bien maîtrisé tout ça, tu vas apprendre l'IA qui va te donner des hacks pour pouvoir coder des bouts de code à ta place, pour pouvoir, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression que l'IA va remplacer les connaissances humaines, mais ce qui est fou, c'est que dans le code justement, c'est que les jeunes apprennent quand même à coder. Et c'est ça que je trouve fascinant, c'est que c'est important de garder cette base-là, et l'IA va t'aider à faciliter ton travail là, mais tes connaissances, elles restent. Exactement, je te rejoins complètement. Misons sur l'IA, en tout cas c'est ce qu'on a fait à Molen Geek, et c'est le petit mot de fin de cette séquence. Alors comme dans tout projet ambitieux, le quotidien réserve aussi des moments inattendus, et c'est ce qu'on va voir avec vous dans la prochaine séquence. À tout de suite. Alors Sidegeek, j'en ai parlé dans ce podcast, vite fait, je l'ai mentionné, mais dans cette séquence on va voir un peu plus à vous et moi, qu'est-ce que c'est Sidegeek? Est-ce que tu as une petite idée? J'ai aucune idée. Bon, side, j'imagine, c'est sur le côté, sur le teco, comme on dit. Geek, bon, bah, forcément, on est des geeks. Donc, j'imagine les geeks sur le côté, les anciens, peut-être de Molen Geek, quelque chose comme ça. T'y étais presque. T'es bien parti, mais c'est pas encore ça. Sidegeek, le geek sur le côté, en fait, ça vient de sidekick en anglais. Tu vois, le sidekick, c'est le Robin pour Batman. C'est le bras droit. Exactement. Et ben nous, finalement, on est les bras droits des boîtes qui veulent se lancer, des boîtes qui veulent se transformer digitalement, des boîtes qui veulent qu'on les accompagne dans leur transformation digitale. On est vraiment le sidekick des boîtes, tu vois. Donc Sidegeek, c'est exactement ça. Alors Sidegeek, donc on a molengeek.org, on en a parlé, 10 ans d'impact, on peut tout aller voir sur le site internet. Et Sidegeek, c'est le côté service B2B de Molen Geek, ça peut être aussi parfois B2C, mais principalement B2B, B2J de Molen Geek. Alors, comme tu le sais, ces dernières années, on s'est développé dans pas mal de pays. On a des écosystèmes aux Pays-Bas, en Italie. Au Maroc, hein. Au Maroc. En France. Ouais. Voilà, exactement. Et en Belgique, on en a pas mal aussi, à Charleroi, Anvers. Et Bruxelles, hein. Et Bruxelles. Ça bouge. Et au Luxembourg. Ah, ça c'est bien. Non, ça je savais pas. Province de Luxembourg, ouais. Donc ça, il est un peu spécial celui-là, mais je vais revenir sur celui-là après. Donc on est à l'international, on a une communauté qui est vraiment internationale aussi. Et aujourd'hui, par exemple, avec Sidegeek, pour faire partie de cette communauté et avoir accès à ces écosystèmes, pouvoir venir travailler et rencontrer du monde, etc. On a des memberships, des abonnements qui démarrent à partir de 89 € par mois. D'ailleurs, je pense que tu l'as vu sur la vitre en venant après. On peut pas le rater. Donc c'est des abonnements à partir de 89 € par mois. Et puis ça monte en fonction des besoins jusqu'à la domiciliation d'entreprise, etc. Okay. Donc tu vois, c'est varié. Et tout ça, c'est Sidegeek, tu vois, tous ces systèmes de membership. Sur les derniers projets qu'on a, on a ici à Frame, donc au cœur du Mediapark, comme on a parlé, comme on en a discuté. Ici, il va y avoir des studios de production. Il va y avoir il va y avoir un café aussi, un café cowork. Donc il y aura un côté aussi un peu plus chill, ce qu'on a l'habitude. Il y aura toute une partie événementielle. Donc tu vois, on aura ici un écosystème beaucoup plus complet, beaucoup plus grand. C'est sur 2 étages, c'est des milliers de mètres carrés, mais qui est vraiment basé sur la création de contenu, mais un croisement entre les médias classiques et les nouveaux médias. Tu vois. Et comme on est corps de médias, ce qui est génial, c'est qu'on collabore avec des super partenaires comme ici BX1, tu vois, et d'autres avec qui on a collaboré avant. Donc ça, c'est très chouette aussi, c'est qu'on est déjà dans un écosystème qui est existant et qui tourne autour de la création de contenu et qui nous permet d'amener aussi ce petit grain de folie un peu rebelle, un peu sur d'innovation avec l'IA, etc. Tu vois, un peu challenger la manière dont on fonctionne. Ça, c'est pour Frame. Et puis, on a le Luxembourg, comme j'ai parlé. Là, c'est le premier campus Molen Geek. Donc, on peut dormir. Ah ouais, carrément. Ouais. On a des dortoirs là-bas. C'est tout nouveau. Tout a été retapé spécialement pour nous. C'est à la province du Luxembourg. Et en fait, c'est à 30 minutes de Luxembourg-Grand-Duché. Ok, je vois très bien. Donc ça permet en fait de pouvoir lancer ta start-up au Luxembourg de manière facilitée, en trouvant un écosystème, un endroit où dormir ou bosser et pouvoir prospecter et te lancer bien, sur le marché. C'est un camp en fait, camp dédié à l'entrepreneuriat. C'est cool. Exactement. Et vu qu'il y a un dortoir entre guillemets, c'est un peu comme un bed and breakfast, mais un peu plus chic, un peu plus, tu vois, un peu plus confortable. Il permet aussi d'accueillir les bootcamps pour les entreprises.
Parce que cet Stylé. écosystème, il est génial. Il est au milieu de la nature. Il est dans le parc naturel de Gaume. C'est un parc qui est protégé, qui a un microclimat. Il fait toujours beau là-bas. Il est magnifique, tu vois. En hiver, c'est tout enneigé. En été, au printemps, tout est fleuri. C'est une mise au vert. Et en même temps, c'est un écosystème tech dans la nature. Ouais, je vois. Tu vois un peu le concept. Donc, on organise des bootcamps pour les entreprises. Elles s'isolent là-bas. Elles dorment 2 jours et en mode bootcamp, en Tu veux mode le concept? innovation. Elles découvrent en même temps les produits locaux, elles font des dégustations, des choses sympas, tu vois. Donc, c'est une chouette vibe, le Luxembourg. Donc, ça, c'est Gaume. Tu vois, ça c'est pour le Luxembourg et ça c'est nouveau. Mais donc voilà, en France, à Roubaix, au Maroc, à Casablanca, à Hoceima. Donc là on vient de lancer. Ouais, ça je l'ai vu passer. Voilà. Stylé. Ça manquait dans cette région, c'était un peu la galère. Donc c'est chouette qu'il y a de belles initiatives comme ça. Ça c'est aussi la volonté de Molengeek, c'est d'aller là où il n'y a pas encore beaucoup d'initiatives, tu vois, amener quelque chose, une plus-value là où il y a pas, où c'est pas encore saturé, tu vois. Ouais. Donc le Hoceima et puis le fondateur est originaire de là aussi, donc ça lui tenait à cœur. Et en plus on est en collaboration avec le ministère Ben Saïd au Maroc. Donc on transforme des maisons de jeunes, tu vois, comme les maisons de quartier, des maisons de jeunes en écosystème Molengeek. Donc ça c'est le Trop concept. bien. Au Maroc. Ça a plein de petites antennes. Exactement. Donc ça, c'est le premier pilote, c'est le pilote, Al-Hoceima. Et vu le succès, ça va se répéter dans tout le Maroc. Donc c'est ça c'est l'ambition du ministre. Donc voilà, donc tu vois, il y a de l'écosystème. Ça évolue bien. Ça grandit en plus, donc il y a beaucoup de potentiel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, à bout de demain, tu as envie de lancer une boîte, ok, tu t'attaques au marché bruxellois, belge, on va dire, avec les challenges de la Belgique qu'on connaît, les différences des cultures, de langues dans un même pays, c'est compliqué. Donc on n'est pas aux États-Unis où c'est la même langue pour je sais pas combien d'habitants. Donc on est sur des marchés qui sont quand même fragmentés. Ouais. L'Europe est fragmentée, différentes cultures, différents pays. Donc ici l'idée c'est que toi si tu as envie de lancer sur un nouveau marché, au lieu de galérer tout seul, tu puisses aller chez nos collègues en France et lancer directement dans cet écosystème-là ta boîte en France avec l'écosystème déjà en place, le network et tout ce qu'il faut et les facilités parce qu'en plus ils vont te vulgariser tous les process administratifs parce que Dieu sait que la France, on vous aime beaucoup, mais vos process administratifs c'est quelque chose. Ils aiment bien. Exactement. Tu vois, donc c'est à un moment donné de te vulgariser, de te faciliter tout ça. Non, t'as envie de le lancer en Italie, tu vas chez nos partenaires italiens. Tu vas au Maroc, chez nos partenaires marocains. Donc je dis partenaires, mais c'est Molengeek en direct qui est au Maroc et qui est en France. Donc, tu vas aller chez nos collègues au Maroc et en France. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est là, ce qui est mis en place. Et puis, parfois, on a des super projets comme Erasmus+, l'Europe qui vient financer des échanges entre des parcours italiens, des parcours belges, des parcours avec les Pays-Bas. Et donc, tu vois, là, tu as le pan molengeek.org qui prend le relais avec les étudiants qui sont déjà, les élèves qui sont déjà sur molengeek.org. Et tu vois, tu as des échanges comme ça internationaux en plus de SideGeek. Je sais pas si tu vois un peu. Moi, je vois très très bien. En plus, c'est important les échanges culturels comme ça. C'est là où c'est hyper enrichissant comme expérience. Ah, c'était magique. Ça magique. t'ouvre l'esprit. Tu vois des choses que tu n'avais jamais vues avant. C'est important de sortir de sa zone de confort. On l'a fait ces dernières années et ça a amené vraiment des premières fois pour beaucoup de jeunes qui sont chez nous. C'était vraiment vraiment magique pour eux, quoi. Tu vois, c'était des super expériences. En tout cas, voilà. Donc, tu as le côté SideGeek avec les memberships et tu as le côté molengeek.org avec l'impact. Tu vois un petit peu? Ouais, c'est bon. Voilà, parce que je sais que ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup de nouveautés, tu vois. Mais et toi, Aboudi, nous, avec ton crew, avec Yumi Squad, je le dis bien. C'est Yume Squad, ouais, ça c'est l'équipe de rêveurs. Yume. Moi je dis Yumi, genre Yume. Yume, c'est genre, ouais, c'est bon. Oh là là. Yume, c'est on rêve. Tu Attends, ça s'écrit comment Yume? Y-U-M-E. En plus, c'est plus facile. Ouais. Yume. Ouais. Sorry. My bad. Donc, c'est pas Yumi, c'est Yume. Ouais, comme ça, vous le savez. Dis-nous, c'est quoi tes challenges aujourd'hui? Et on discutait, toi et moi, de rejoindre Frame, par exemple. Qu'est-ce que tu trouverais... quelle paix de charge mentale tu trouverais à venir rejoindre un écosystème comme Frame? Du coup, nous, à la suite de l'aventure Molengeek, j'avais lancé la Yume Squad. Donc, on a pu établir de belles choses, on a rassemblé une belle communauté, etc. Et le projet a évolué en Yume House, qui est devenu la maison des rêveurs. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des espaces à disposition gratuitement
pour tous les créateurs de contenu qui souhaitent se lancer. Donc, tu as un projet vidéo, photo, podcast, YouTube, peu importe ce que tu as envie de faire. Tu as la déterre, go, viens chez nous. Chez nous, pas de croyances limitantes. À partir du moment où tu crois en toi, tu peux y arriver. Mets-toi la déterre. Et on avait un espace sur Molenbeek de 400 mètres carrés. Mais la difficulté qu'on avait, c'était notamment sur le modèle économique. C'était qu'on a à la fois une ASBL, donc avec vous connaissez ça bien chez Molengeek, c'est que tu as le côté impact social. Tu as envie de changer un peu la société, changer les choses. Mais d'un autre côté, il faut financer ces activités-là. Exactement. Et nous, on avait 0 subside, aucune aide. Donc, on a tout fait par nous-mêmes. Et donc, on a monté un projet d'agence. Donc, on était à la fois une agence. À la fois, on faisait un peu de l'initiation. J'aime pas appeler ça formation. C'est plus du workshop, tu vois. Ouais. Plus, comment tenir une caméra, comment faire du TikTok avec un bon hook pour que ça fonctionne bien, etc. Et en même temps, en parallèle, nos activités de créateurs de contenu. Donc, on accompagnait aussi des créateurs de contenu qui ont notamment signé dans des agences aujourd'hui, qui réussissent bien leur vie, etc. Donc, on a servi un peu de premier pas. Et la complication, du coup, c'était de trouver un lieu dédié à la création de contenu, parce que ça coûte extrêmement cher d'aménager des locaux spécialement pour de la création de contenu, pour de la production. Et qui plus est, nous, comme étant une toute petite structure, et pas forcément avec de grands moyens. Et dans mon parcours de vie, j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup de mentors qui m'ont dit voilà la direction à prendre, va par là, va par là, va par là, va par là. Et du coup, j'ai entendu parler d'Espace Frame, un peu par hasard. Et je me suis dit, mais c'est justement ça qu'il faut sur Bruxelles. Il faut un lieu dédié à l'audiovisuel. Je trouve que c'est les métiers de demain. Moi, je pense aujourd'hui, la création de contenu et les créateurs de contenu, de manière générale, tout ce qui est digital et relatif aux réseaux sociaux, je trouve aujourd'hui, c'est le média le plus fort qui puisse exister. C'est tu dis ça, je suis vexin. Hein. Ouais, désolé les gars, mais c'est mon avis personnel. Je trouve les créateurs de contenu aujourd'hui, ils ont cette faculté à pouvoir toucher directement des audiences. Et là où avant, on les voyait juste comme des panneaux publicitaires. Vas-y, fais-moi une story vite fait, parle-moi du produit. Aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui ont réussi à se structurer, à créer des équipes autour d'eux, à créer des concepts de fou. Tu regardes sur Twitch, tu vois des GP Explorer, tu vois des galas, des Terfight, tu vois des Stream for Humanity, tu vois des trucs de fou qui se passent. Et pas que sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, etc. Et donc, c'est vraiment une activité qui commence à se structurer, qu'on appelle aujourd'hui la creator economy. Et je trouve que c'était important d'avoir un lieu un peu dédié à ça. C'est une activité qui est en train de se structurer, qui est encore toute nouvelle, qui vient d'arriver, c'est encore tout jeune. Et donc, nous, notre difficulté, c'était de trouver un espèce d'écosystème dans lequel on pourrait évoluer, avec notamment les médias traditionnels, parce que c'est important. Eux ont l'histoire, ont l'expérience, ont la légitimité. Et en même temps, cette nouvelle vibe de jeunes médias qui veulent grandir. Et un lieu comme Frame, c'est l'endroit idéal où évoluer, en fait. Exactement. Donc au final, ça répond pile poil à ta réalité et à ton besoin. Donc je veux voir la Yume House briller dans quelques temps, là. Hein, et c'est où qu'on te suit c'est quoi ton réseau de prédilection? Nous, on est plus, là en ce moment, plus Instagram. Plus trop sur les réseaux en ce moment, je vous avoue, les gars. Là, c'est la. Non, mais on sait que tu vas revenir. Dès que Frame, ça sera prêt. Inch'Allah, comme on dit. Mais ouais, on a notre site, yumehouse.be. Et là, justement, on prépare un rebranding, une nouvelle agence, de nouveaux projets. Donc, d'ici peu de temps, on va voir un renouvellement de la Yume House. On a hâte de voir et on espère vraiment que Molengeek, Sidegeek, ici, pourra donner de la force aussi dans ce projet-là et te voir briller aussi. C'est ce qui est important, je trouve, moi, c'est qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est bien, mais je trouve s'il n'y a pas le côté impact sur les autres, tu parlais justement chez Molengeek, tu parlais dans ton histoire que c'était important de sentir ce côté communautaire, entraide, etc. Moi, je suis totalement partisan de ça, je pars du principe, tu vois, il faut faire partie, il faut sentir que ce que tu défends est bien plus grand que toi et que ça a de l'impact sur les autres. Exactement. Et donc, ce genre de lieu, c'est typiquement... avec Molengeek, c'est de créer cet écosystème de partage, d'entraide et où on s'élève tous ensemble. Exact. J'ai fait beaucoup de cowork et j'ai jamais retrouvé l'état d'esprit qu'il y avait à Molengeek. Et je pense que c'est ce qui fait la force, c'est que d'abord, c'était une communauté. Ensuite, on a ouvert le cowork avec des memberships, etc. Tu vois, c'est pas l'inverse. On n'a pas ouvert des bureaux et puis on s'est dit, on va créer une communauté. C'est d'abord un mindset, une culture forte. Et puis on a dit, ok, là maintenant avec Sidegeek, tu sais quand on va ouvrir des memberships, des abonnements, 89, 2,99, etc. Et plus pour ceux qui veulent plus, tu vois. Et on va vraiment l'ouvrir à tout le monde. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. Ça se ressent dans l'accessibilité aussi, tu vois.
même en termes de tarification, etc. Tu sens qu'il y a une volonté que ça soit accessible et ouvert à tous. Complètement, tu vois. Je pense que ça reste toujours de toute façon l'ADN. Comme tu as dit, il faut à un moment donné couvrir les frais, etc. Ça, c'est normal, c'est la vérité. L'argent reste le nerf de la guerre, ça. Exactement. Mais qui dit plus d'argent dit plus d'impact aussi. Et ça fait plaisir, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai appris à Molengeek. Tu peux faire des choses qui ont du sens, tu peux faire du bien à la société, mais pas oublier de générer des sous et avoir un business model rentable et quelque chose qui soit structuré. Mais toujours avoir ça en tête, quoi. Tu vois. On est d'accord. Voilà, on arrive à la fin de cette 4e séance. C'était un super échange avec Abou. Et après ce moment de partage, on va aborder un enjeu essentiel pour Molengeek et on se retrouve pour la prochaine séquence. Nous revoilà, alors on a parlé de beaucoup de choses. Ce que Molengeek fait est, qu'est-ce que SideGeek, mais concrètement, au jour d'aujourd'hui, il paraît que ça se dit pas au jour d'aujourd'hui. Ouais, apparemment c'est un pléonasme. Voilà, je suis désolée, mon côté bruxellaire dira toujours au jour d'aujourd'hui. Alors au jour d'aujourd'hui, je peux bénéficier de quoi vraiment en venant à Molengeek ou à SideGeek? Alors Abou, Molengeek.org, je te rassure, ça existe déjà. Ça existe encore. C'est bon. C'est la base, c'est le site de référence. Voilà, les 3 piliers, l'impact. On continue l'impact, ok. Encore une fois, si vous voulez aller voir c'est quoi nos 10 ans d'impact, qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans, vous pouvez aller sur molengeek.org et il y a vraiment toutes nos datas. Voilà, on a beaucoup bossé dessus, donc c'est pour ça que j'insiste, allez le voir, ça nous fera plaisir. Mais concrètement, il y a toujours les formations longues, comme je te le disais, elles sont adaptées à l'intelligence artificielle, donc un chouïa plus longue. Là, elles sont en cours à Bruxelles. Les prochaines inscriptions sont fin d'année. À Roubaix, on vient juste de clôturer les inscriptions. Et au Maroc, à Al-Hoceima, ils sont encore en train d'inscrire. Donc, si vous avez de la famille là-bas, foncé, les gars. Allez-y. Voilà, allez-y. Donc, comment ça fonctionne? C'est des formations qui sont financées, soit par l'étudiant lui-même, soit par des entreprises qui sponsorisent l'étudiant. Alors, si vous êtes partie d'une entreprise, vous bossez dans les RSE, vous bossez dans d'autres départements qui sont intéressés par vraiment soutenir des parcours d'étudiants, sachez que avec la plateforme SideGeek, vous pouvez nous contacter et vous pouvez financer directement précisément des étudiants. Vous pouvez les choisir, vous pouvez voir leurs compétences et voir toute leur évolution et chaque étape de leur parcours. Donc ça, c'est le nouveau système, la nouvelle façon de sponsoriser des étudiants. Donc si vous voulez financer, n'hésitez pas à nous écrire à info@molengeek.com. On sera ravis de vous expliquer le système et de vous montrer la plateforme et la vue que vous pouvez avoir. Et c'est complètement transparent, en fait. Vous savez où vont vos sous. Vous savez combien coûte une formation. Vous pouvez financer partiellement. Vous avez un nombre de crédits. Tu peux dire, je mets la moitié sur Abou et Abou peut-être il a la moitié pour financer sa formation, ou je mets 100% sur cette personne. Et tu as aussi le niveau d'impact sur chaque personne. Ça veut dire quoi, le niveau d'impact? Tu as des personnes qui, ça fait 10 ans, peut-être qu'ils n'ont pas travaillé, tu vois, donc c'est plus compliqué pour eux de revenir sur le marché de l'emploi. Donc tu as ton niveau d'impact qui est mesuré aussi pour voir chaque personne que tu finances, quel impact que tu auras réellement. C'est chouette quand même, je trouve. Tu vois directement le fruit de tes actions. Exactement, très transparent, très clair. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez financer des étudiants. Pour SideGeek, donc c'est la communauté qui... Le côté Robin. Exactement, le côté Robin. On retrouve toute la communauté qui a des memberships. On les retrouve aussi sur une plateforme, un réseau social qu'on a créé, SideGeek, avec un forum, etc. Donc on a un réseau inter. Il y a une vraie communauté. Exactement, il y a une vraie communauté qui est présente. Tu as besoin d'une ressource demain, tu dis voilà, moi je cherche un dev qui voudrait bien collaborer avec moi sous échange de parts dans ma société. Tu auras un Français ou un Italien ou quoi qui va se manifester, qui va dire oui, moi je veux collaborer, par exemple. Tu vois, c'est vraiment une plateforme d'entraide. Donc tu as la communauté physique que tu vas retrouver tous les jours en venant travailler ici, des gens que tu vas croiser, que tu vas voir, avec qui tu vas parler, lunch, etc. Mais tu as aussi une communauté, un network sur la plateforme même SideGeek. Mais SideGeek, c'est aussi du mentorship, comme je te disais. Donc, tu peux te faire coacher, réserver des heures de coaching. Tu as également des formations courtes. Et la petite twist, alors on connaissait tous les formations courtes. Allez, on a fait énormément de campagnes, donc c'est assez connu, les formations courtes de Molengeek. Mais là, la nouveauté, cette fois-ci, c'est qu'on les a adaptées en cours du soir. Ah, c'est trop bien ça.
Donc pour tous ceux qui travaillent, qui ont des projets, qui sont occupés. T'es étudiant ou tu travailles ou t'as une activité sur le côté. Ça dure plus ou moins un mois. C'est en soirée et parfois le samedi matin. Ça dépend des formations. Sur Gemini, Copilot, la suite Adobe, donc création plus d'excuses pour se former là. Ah non, plus du tout d'excuses. Vous pouvez déjà trouver tout le calendrier sur SideGeek. Elles sont déjà publiées avec tout le programme et le détail du programme. Donc franchement, je pense que les formations courtes, c'est combien que j'avais dit 6500 personnes formées en formation courte. Elles ont fait leurs preuves, elles sont rodées, elles sont vraiment très très qualitatives. Bon, moi je le dis, mais je travaille là, hein. Ouais, mais forcément. voilà, forcément. Mais j'ai été créatrice de contenu moi-même, donc j'essaie. C'est des trucs utiles. Hein. Voilà, c'est vraiment utile. Il y a du Photoshop, tu as du Premiere Pro, tu as vraiment de tout. Et tu apprends en faisant, directement. Tu pratiques. Et si tu fais un certain nombre de formations chez nous, on t'active une licence Adobe pendant 1 an pour que tu continues à pratiquer. En plus, tu as la licence avec. Ouais. Bah, ça, c'est bon, c'est bénef. Tu vois, exactement. Donc, tu as la licence avec. Donc, t'imagines que nous, l'idée, c'est que vraiment tu pratiques après. Ouais. Aucune utilité si tu viens, tu fais un cours théorique. Molengeek, son approche et sa méthode, c'est par la pratique. Exactement. Donc, c'est le cœur de notre métier. Alors, comment nous contacter? Rendez-vous sur sidegeek.com où vous allez trouver tous nos services, ou alors sur notre compte Instagram Molengeek pour être au courant de nos prochaines actions Impact directement sur Insta. Et voilà, après ces infos très pratico-pratiques, je l'avoue, qui n'ont pas le même ton que tout ce podcast, je voulais donner la parole à Abou pour terminer ce podcast qui était super intéressant, que j'ai aimé partager avec toi, Abou. Chouette moment, merci pour l'invitation. J'ai envie de te demander, je me souviens de toi, Abou, en janvier 2021. Ton installation high-tech chez toi à la maison, la caméra, le micro et les streams Twitch que tu faisais. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce Abou de 2021 qui servirait à tous les Abous qui écoutent ce podcast aujourd'hui? En vrai, de vrai, les gars, je pense que le premier conseil que je me donnerai à mon moi du passé et aux autres personnes qui nous écoutent, c'est oser rêver. N'ayez pas peur de rêver, il n'y a pas de rêve trop grand. C'est juste vos croyances limitantes. À partir du moment où vous croyez fermement en quelque chose et que vous mettez tous les moyens pour y arriver, il n'y a pas de raison. Mais tous les moyens alors? Tous les moyens, c'est genre tu te mets la déterre. C'est en mode, c'est une obsession, c'est je dois y arriver. Il n'y a pas de plan B, j'y vais. Il n'y a aucune raison pour que ça ne réussisse pas. Parce qu'à partir du moment où tu sais pourquoi tu fais ça, tu vas foirer, on va pas se mentir. L'échec, c'est classique dans le parcours. Ça va faire partie du parcours. C'est normal. Mais sauf qu'il ne faut pas diaboliser l'échec, c'est normal. Parce que j'avais entendu récemment une expression qui disait « Si tu savais qu'il te fallait 10 fois, rater 10 fois pour réussir, à quelle vitesse tu raterais ?» Et en fait, n'ayez pas peur, foncez. Et aussi, très important les gars, très important, entourez-vous. C'est important d'être bien entouré. Quand je parle de s'entourer, c'est foncez, faites des choses. Ok, ça va être nul au début, mais c'est pas grave. Testez, peut-être vos premiers montages vont être dégueulasses, peut-être vos premières capsules vont être moches, mais c'est pas grave, foncez, faites des choses, vous allez rencontrer des personnes, ça va constituer votre réseau, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir décoller, parce qu'aujourd'hui tout se fait à travers le réseau, à travers les communautés, à travers les personnes qui t'entourent, tout part de là. Tu sais rien faire seul. Aujourd'hui pour moi le pouvoir il est là, c'est même pas l'argent, c'est vraiment les personnes qui t'entourent, parce que si tu as un réseau qualitatif, demain tu as besoin d'un dev, tu as besoin d'un monteur, tu as besoin d'un chef de projet, etc. Si tu as des personnes fiables dans ton réseau, très vite, tu peux monter des projets, tu peux monter une boîte, tu peux monter des choses, tu vois. Et il n'y a rien de plus fort que ça. Donc les gars, foncez, n'ayez pas peur de vous casser la gueule, faites des choses, rêvez, et voilà. Et sur ces beaux mots inspirants de Abou, merci Abou pour ta présence merci et pour à toi. Ton témoignage. Sur ces chouettes mots très inspirants, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Hein, ça y est, c'est fini. 1 heure s'est passée super vite. En tout cas, merci BX1 pour cette invitation. Merci Abou pour ta présence. Et puis, moi, je vous dis à très vite sur nos plateformes Molengeek ou SideGeek. À très vite, ciao.